C'est de la barbarie qu'ils ont faite. On a de la haine pour ces gens-là. C'est pas des humains. Christophe, c'était mon fils unique. Et ils nous ont tout pris. Ils nous ont tout pris. C'est trop dur. Pour cette mère et ce père, la douleur est encore à vif et le restera à jamais. C'est l'une des affaires criminelles françaises les plus épouvantables. Leur fils unique a été torturé à mort par des barbares. Il s'appelait Christophe Rambourg, il avait 25 ans. Mais avant de subir ce calvaire, Christophe avait été un enfant aimé et choyé. Ça a été une grossesse qui s'est bien passée. L'accouchement, moins bien, parce que bon, j'ai eu une césarienne à la dernière minute. Et on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille. Alors j'avais dit, Christophe, si c'est un garçon, et si c'était une fille, c'était Sabine. Et c'est Christophe qui est arrivé. Et c'était la surprise, la grosse surprise. Que de la joie, du bonheur. On était très contents d'avoir un bébé, quoi. J'étais content de l'avoir dans mes bras. Très content. Heureuse, parce qu'on se dit que c'est à soi. Bon, on était émerveillés tous les deux. Hein. On pleurait de joie. Il y a une photo de lui qui... Pour moi, ce jour-là, il allait faire ses premiers pas. Et j'étais devant lui, à lui tendre les bras, en lui disant « Viens, maman, viens ». Et au lieu de faire son premier pas, il s'est rassis sur sa chaise. Mais toujours souriant, étant bébé, potelé, mignon, très facile à vivre. C'était des bons souvenirs, quoi. Christophe, il avait des beaux yeux bleus, magnifiques. Sa grosse bouille, son sourire. J'aimais bien l'habiller en bleu ciel pour faire ressortir ses yeux. Il était beau comme tout dans les bleus. Mon fils, toujours souriant. Il souriait à tout le monde. Il était très gentil, très calme. Bon, c'est vrai qu'il parlait pas beaucoup. J'ai une de ses maîtresses qui m'avait fait appeler en disant que Christophe, il était toujours un peu en retrait par rapport aux autres. Même en grandissant, il a toujours été timide quand même. Christophe Rambourg a grandi à Eppeville, une petite commune située dans la Somme, une enfance tranquille, entourée de ses parents. Mais en 2005, Denis et Jocelyne divorcent. Christophe a alors 18 ans. Christophe, je lui ai posé la question s'il voulait venir avec moi ou rester avec son papa. Il m'a dit je reste avec papa, mais je viendrai quand je pourrai, je serai tout de suite avec toi. Je lui avais dit, de toute façon, la porte elle sera toujours ouverte. Il venait manger tous les midis avec moi. Christophe, c'était quelqu'un de gentil, calme. Quand il venait à la maison, on discutait ensemble et tout, quoi. Vous lui demander n'importe quoi, il était le premier à venir, quoi. À nous aider. Il était bon vivant, il aimait bien s'amuser, raisonnablement. Il n'a jamais posé de problème, Christophe. Il est toujours bien poli et tout, pas un mot au-dessus de l'autre. Mon fils a toujours été ma priorité. Mon fils, c'était mon fils. Christophe était fils unique, c'était tout pour lui. C'était une adoration, de toute façon. C'est vrai qu'on faisait tout pour lui. Il était parfait. Christophe Rambourg était passionné par les chiens. C'est donc naturellement qu'il avait choisi le métier de maître chien à 25 ans. Il vivait toujours chez son père. Denis se souvient d'ailleurs précisément du jour où il a vu son fils chez lui pour la dernière fois. C'était le 24 novembre 2011. Je suis rentré du travail, il était 14h30. Donc il était allongé dans le canapé, il regardait la télé. Puis vers, je sais pas, 5h, 5h30, le téléphone il sonne. Ben, je mange pas avec toi, je suis invité. Je vais rentrer dans la nuit. Tu oublies pas d'enlever les clés de la porte d'entrée, parce que je vais rentrer tard. Il dit à son père qui part, qu'il va passer la soirée chez son ami. Son meilleur ami, Narun Bun. Il est d'origine cambodgienne. Il est né, il a grandi en Picardie. Ben, ils étaient toujours ensemble. Que ça, pour lui, c'était son copain, son meilleur copain. Ils se connaissent depuis l'école. Christophe et Naron, ils étaient inséparables. Hein. Si on en voyait l'un, l'autre, il était là, quoi. C'était son meilleur ami. C'était toujours viens mon poteau, viens mon pote, viens Christophe. Voilà, c'était on va faire ci, viens, on va faire ça. Il côtoie vraiment beaucoup cette famille. Il est très très souvent chez eux. Tous les autres enfants de la famille Bune étaient comme des grands frères et des grandes sœurs pour Christophe. Christophe connaissait bien les parents, était vraiment rentré dans la famille. Ce 24 novembre 2011, c'est donc avec son meilleur ami, Narun,
que Christophe avait prévu de passer la soirée. Denis avait pensé à enlever les clés de derrière la porte, comme son fils, qui devait rentrer plus tard, le lui avait demandé. Mais à son réveil, Christophe n'est pas là. Je me lève le matin, je passe devant sa porte de chambre, il n'y a personne dans le lit. On ne s'est pas inquiété, hein, il était invité. Il a pu partir plus longtemps que prévu, il a pu faire une soirée un peu arrosée, ne pas vouloir prendre la voiture pour rentrer. Il rentrera demain ou après-demain. Enfin, il n'y a pas de raison particulière de s'inquiéter. Son père sait qu'il est chez son meilleur ami. À la base, il n'a aucune raison de s'inquiéter. Je rentre du travail, pareil, à 14h30. Et c'est là que le téléphone il sonne, c'est lui qui me dit que je rentre pas de la semaine et il dort chez des amis. Mais j'ai pas le temps d'y poser la question, chez qui il était. La conversation n'a pas duré longtemps, et pourquoi, je sais pas. On se pose pas de questions, quoi. Pour moi, il va revenir dans... C'est une semaine. Hein. Mais moi, qu'est-ce qui m'a semblé un peu bizarre, c'est que tous les jours, on téléphonait, et la semaine-là, il m'a jamais appelé. Plus de nouvelles. Plus de coups de fil, plus rien. On s'est inquiétés tous les deux et puis on a rappelé aussi plusieurs fois sur son portable et tout, on n'arrivait pas à le joindre. À chaque fois que j'ai téléphoné, c'était son répondeur. Et après, on se pose des questions. On se dit, pourquoi il répond pas? Pourquoi? Mais... C'était pas son habitude quand même de nous laisser comme ça dans le néant sans qu'on ait de nouvelles de lui. C'est un garçon sérieux qui voulait pas inquiéter ses parents. À chaque fois, s'il perdait une journée, il retéléphonait toujours le lendemain pour prévenir comme quoi, où qu'il était, ou quand il allait revenir et tout ça, quoi. Ce qui nous inquiète encore plus, c'est de voir qu'il n'est pas rentré et que toutes ses affaires sont dans sa chambre. Quand on part pour plusieurs jours, on prend des affaires, une valise, et dentifrice ou des affaires de toilette automatiquement. Que là, il n'avait rien pris du tout. On se dit, il se passe quelque chose. Mais quoi? On ne sait pas. Sur le moment, on est pas un peu perdu, mais presque. Christophe, les semaines passent, et puis toujours pas de nouvelles. Donc alors on s'inquiète de plus en plus. C'est quelqu'un qui est parti pour une absence qui devait durer une semaine et qui commence à se prolonger sans la moindre explication. Il a coupé les ponts comme ça du jour au lendemain, sans dispute, sans rien. C'est pour ça qu'on n'a pas compris. En étant la maman, je sais pas. J'ai senti qu'il y avait un gros problème, quoi. Moi, je tournais beaucoup sur Ham, voir si je voyais des amis, pour voir s'ils l'avaient vu. J'avais été faire tous les cafés de Ham. Et non, personne ne le voyait sur Ham. Personne. Mais où est donc passé Christophe Rambourg? Et surtout, pourquoi ne donne-t-il plus de nouvelles à sa famille? Denis et Jocelyne ignorent même chez quel ami Christophe avait prévu de passer cette semaine plus que prolongée. Impossible donc de retrouver sa trace. Très inquiets, ils sont sur le point d'alerter la gendarmerie lorsque Jocelyne reçoit enfin, le 17 décembre, un appel de son fils. Cela faisait bientôt 3 semaines qu'elle était sans nouvelles de lui. Il m'a rassurée en disant « Maman, t'inquiète pas, tout va bien. T'inquiète pas pour moi. » Il avait la voix d'habitude. Donc oui, j'étais rassurée d'entendre sa voix. Il m'a appelé en demandant de l'argent et comme j'ai refusé, il m'a raccroché, quoi. D'un côté, ça me rassure de l'avoir au téléphone et de l'autre côté, ça m'inquiète de savoir qu'il demande comme ça de l'argent. Je dis il va pas tarder à rentrer. Mais c'est pas le cas. Cet appel de Christophe a duré quelques secondes à peine. Ses parents tentent alors de le joindre à plusieurs reprises. Ils veulent en savoir plus, mais Christophe est de nouveau injoignable. Puis, le 21 décembre, soit 4 jours plus tard, c'est au tour de Denis de recevoir un appel de son fils. Il me téléphone, il dit « Je peux passer à la maison ?» Je dis « oui ». Christophe est revenu avec son meilleur ami, Naren. Je lui ai dit « Voilà, Christophe, ça fait plusieurs fois qu'on t'appelle, aussi bien moi que ta mère, t'es toujours sur répondeur. » Là, il répond pas. Il nous dit rien. Christophe se présente chez son père avec son ami Naren, là aussi pour de l'argent. Il me dit papa, il pourrait me donner de 75 € pour payer une visite de médecin. Je dis non, j'attends, une visite de médecin, c'est pas 75 €. Je peux te prêter 25 € si tu veux, mais pas 75. Le ton monte et Christophe lui dit écoute, j'ai besoin de cet argent.
je vais aller chercher le justificatif dans la voiture puisque tu n'as pas l'air de me croire. Et il dit, je vais te chercher dans la voiture, puis je ne l'ai jamais revu. Ils sont partis, puis voilà. Il m'a même pas dit au revoir. Donc j'y téléphone, mais pareil, c'était répondeur, il m'a jamais répondu. Du fait que son père l'avait vu, c'était un soulagement. Denis m'a rassurée en disant que Christophe allait bien. Moi, j'avais pas d'inquiétude en me disant, oh là, qu'est-ce qui se passe? Non, il est vraiment, il discute normalement, comme il faisait avant. Mais bon, il y avait toujours... C'est toujours à propos d'argent qu'il demandait. Il appelle sa mère pour lui demander de l'argent. Il va voir son père pour lui demander de l'argent. Et ce sont toujours des petites sommes, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout habituel, qui n'était pas habituel chez Christophe Rambourg. Denis et Jocelyne sentent bien que quelque chose ne tourne pas rond à chaque fois que Christophe leur donne enfin des nouvelles. C'est pour leur demander de l'argent. Mais cela ne les étonne pas plus que cela, car depuis un certain temps, Christophe avait pris cette mauvaise habitude. Et son meilleur ami, Naron, ne semblait pas étranger à cela. Moi, Christophe, plusieurs fois, il est venu à la maison et pour me demander de l'argent aussi. Mais je pense qu'il était un peu forcé par les autres, la famille Bune. Alors, parce qu'à chaque fois, il revenait de chez eux ou il allait chez eux quand il demandait de l'argent. Ça m'a inquiétée parce que de voir qu'il avait son salaire et de voir qu'en fin de mois, il était dans le rouge. Et qui sans arrêt nous demandait des 20, 30 euros. On avait beau lui demander qu'est-ce qu'il faisait de cet argent et tout, il ne nous répondait pas. Moi, je lui ai dit, comment ça se fait que tu travailles, tu as un salaire, tu n'as pas de loyer à payer, tu n'as pas de facture, tu n'as rien. Tu restes ici gratos. Moi, j'ai jamais demandé un centime. Je dis, avec ton salaire que tu fais, je sais pas, mais je dis, arrête de te balader ces gens-là en voiture. Parce que lui, ça avait de taxi, on va dire. Il les emmenait partout. Mais eux, ils payaient jamais rien. Il servait de taxi gratuit. C'est vrai que ça, je supportais plus de savoir qu'ils profitaient de lui comme ça. C'est des profiteurs. Ils profitaient de la gentillesse de Christophe. C'est ça son problème à Christophe, parce qu'ils étaient trop gentils et ils profitaient trop de lui, quoi. Il était influençable, tellement qu'il était gentil, il acceptait à chaque fois. On pouvait tout lui demander. Il était d'accord, quoi. Il m'emmène là, va, tu viens m'aider pour faire les courses, tu viens me déposer pour ça. Il faisait beaucoup de choses. Il était vraiment très serviable et très gentil. J'avais dit en plusieurs fois, quitte-les, trouve-toi des autres amis. Quand je commandais Christophe, il me disait oui, je sais maman, mais c'est mes amis. Cette histoire d'argent tracasse décidément les parents de Christophe, d'autant qu'ils ne peuvent plus le questionner car, depuis la visite chez son père, il ne leur donne, encore une fois, plus de nouvelles. Jocelyne a alors l'idée de consulter les comptes bancaires de son fils, et cela, ça ne va pas la rassurer. J'ai remarqué qu'en décembre, il y avait eu des retraits, pas mal de retraits sur son compte. Et ils s'aperçoivent que 3 crédits à la consommation ont été contractés. Il y a un problème avec l'argent. Le problème de l'argent revient toujours sur le tapis. Mais pourquoi Christophe a-t-il besoin de tout cet argent? Il avait certes pris l'habitude d'en demander à ses parents, mais jamais autant que depuis qu'il est aux abonnés absents. Les 3 crédits à la consommation ont été souscrits 1 semaine après la visite chez son père, et depuis, c'est le silence. Les parents sont inquiets, mais ils n'osent pas franchir la porte de la gendarmerie. Un jour, on a un coup de fil. Après, on n'a plus rien. De là, il a téléphone. Mais ça faisait que ça. Donc, pour ça qu'on n'a pas été à la gendarmerie tout de suite. Parce que là, si on va voir les gendarmes, puis qu'on leur dit qu'il est disparu, tout ça, puis qu'on leur dit après qu'il nous a téléphoné, là, ils vont nous prendre, ils vont nous dire, on n'est pas net, quoi, il y a un problème. Si on déplace les gendarmes, et puis qu'il n'y a rien derrière, ça va pas le faire, je pense. Parce qu'on n'est pas certain qu'il y ait quelque chose de grave. Les parents de Christophe n'en peuvent plus de se poser les questions. Ils ne peuvent même pas contacter Naron, le meilleur ami de Christophe, car ils n'ont pas son numéro de téléphone et ils ignorent où il habite. En revanche, ils connaissent l'adresse de ses parents. Jocelyne va alors frapper à leur porte. Je suis allée voir chez les parents de son ami Naron pour les supplier de me dire où est-ce que Christophe était, s'ils avaient des nouvelles. J'ai eu une des sœurs à Naron qui m'a dit « M'attendez, je vais appeler mon frère et
par téléphone et je lui ai dit, je vous en supplie, dites-moi où Christophe il est. Christophe est soi-disant parti chez toi, il nous a indiqué qu'il était chez toi. Tu es venu chez mon ex-mari, avec lui, il y a eu une difficulté, vous êtes repartis ensemble. Explique-nous, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a répondu, Christophe, il va bien. Il a eu accident, mais sa voiture est morte, mais lui, il a rien. J'ai dit, où est-ce qu'il est? Il dit, vous inquiétez pas, il va bien. Mais après, ça a raccroché. Et après, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Le meilleur ami, Narine, qui leur dit « Mais vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Oui, il y a eu un problème de voiture, oui, la voiture est détruite, mais Christophe va bien. » Mon fils a eu un accident, mais on n'est même pas au courant. Et puis les fêtes de Noël arrivent, donc on se dit qu'on va tous se retrouver parce qu'ils passent Noël ensemble. L'inquiétude de Madame Rambourg et de Monsieur Rambourg atteint son paroxysme que lorsque Christophe ne se présente pas aux fêtes de Noël, mais dès le 2 janvier, il passe un coup de fil pour souhaiter la bonne année. C'est lui qui me téléphone en disant Papa, joyeux Noël, bonne année. De là, j'ai dit n'oublie pas de venir chercher ton cadeau. Il m'a pas répondu. Puis j'ai dit n'oublie pas de téléphoner à ta mère, c'est son anniversaire. Il n'a jamais appelé. Moi, je l'ai trouvé normal. Pour moi, il avait toujours la même voix. Donc vous avez à la fois des signes de vie qui sont de nature à les rassurer, mais parallèlement un comportement qui n'est pas du tout le comportement habituel de Christophe Rambourg. Je voulais lui demander pourquoi il n'était pas venu chercher son cadeau, pourquoi je lui téléphonais pas. Mais tout ça, j'ai pas eu le temps de lui dire parce que la communication, elle était vraiment courte. À partir du 2 janvier, on n'a plus eu de nouvelles. Là, c'est trop. Donc, on va à la gendarmerie. On y va avec Jocelyne, sa mère. Et les gendarmes nous ont répondu comme quoi qu'il était majeur et qu'il était libre de ses mouvements. À chaque fois qu'on y allait, c'était la réponse qu'ils nous donnaient. Et puis, par un moment, quand on y allait, on dirait qu'on les embêtait, quoi. Je leur disais à chaque fois, il faut aller chercher chez cette famille-là, les Bunes, ses amis, que Christophe était toujours avec eux, il n'y a qu'eux qui pouvaient nous dire où il était, ce qu'il faisait, et on ne nous a pas écoutés. Les gendarmes, ils nous disaient qu'on n'avait pas à s'inquiéter parce qu'on avait reçu des appels. Ils nous disent, oui, mais il va bien, il nous appelle. Oui, mais là, ça fait une paire de semaines qu'il ne nous a pas appelés du tout. Mais c'est pas pour ça qu'ils s'inquiètent. On est délaissés, quoi. On appelle au secours et on ne nous écoute pas. Les gendarmes nous ont pas soutenus du tout. Les jours, les semaines passent, plus aucun signe de vie n'est donné par Christophe, il ne vient plus chez ses parents, il ne passe plus le moindre coup de fil, et les parents sont totalement sans nouvelles de leur fils. C'est dur de pas savoir où il est, pas savoir où chercher. On dort pas, on est angoissé, on ne pense qu'à lui, et même dans la rue, toujours l'impression qu'on va le voir quelque part. À l'époque, je dormais pas de la nuit. Je dormais peut-être 1 heure, 2 heures, mais dès que j'étais debout, on pensait, qu'est-ce qui va nous arriver, quelle nouvelle on ne sait pas. Pourquoi il ne nous appelle pas? Ça, c'est terrible de ne pas savoir. Les parents de Christophe Rambourg ont fait preuve d'un courage extraordinaire parce qu'ils ont mis de côté leur chagrin momentanément pour essayer d'investiguer, ont mené eux-mêmes une espèce d'enquête qui n'était pas menée à l'époque par les services de gendarmerie. Les gendarmes ne veulent pas bouger, donc nous, on fait des démarches de notre côté pour savoir où c'est qu'il est exactement. Je suis allée à sa banque demander s'il y avait des mouvements sur son compte et tout. Et ils m'ont répondu que le dernier prélèvement qu'il y avait eu, c'était le 13 janvier. Et après le 13, il n'y avait plus de mouvement sur son compte. J'ai été à la sécurité sociale aussi. Et on n'avait aucun mouvement. On se dit, il se passe quelque chose de grave. Plusieurs fois par semaine, j'appelais son téléphone en espérant avoir Christophe au bout du fil. Et c'était toujours sa messagerie. Et un bon jour, quand j'ai appelé, la voix avait changé. C'était une voix étrangère. C'était pas la voix de Christophe. Et là, j'ai vraiment eu peur. On a retourné voir les gendarmes pour leur expliquer, quoi. Mais les gendarmes, en gros, ils n'avaient rien à faire, quoi.
Au bout d'un certain temps, ils ont l'idée de faire appel à la presse locale et diffusent dans la presse locale une espèce d'avis de recherche. Et on relaie leurs inquiétudes, on raconte leur histoire. Christophe Rambourg a disparu. On a laissé nos 2 numéros de téléphone, le numéro de téléphone de Denis et mon numéro de téléphone aussi, que les gens pouvaient nous joindre nuit et jour pour nous aider. Ça fonctionne. Et une personne appelle Madame Rambourg pour leur indiquer qu'elle a acheté très récemment une voiture d'occasion et que dans la boîte à gants de cette voiture d'occasion, elle a trouvé des papiers d'identité et que ces papiers d'identité, ils sont au nom de Christophe Rambourg. C'est pas normal. On m'a dit que sa voiture, elle était morte et il y a une personne qui circule avec sa voiture. C'est louche, il y a quelque chose de louche. Et on est allé voir cette dame et on lui avait amené une photo. Je lui ai demandé, est-ce que c'est bien Christophe sur cette photo qui vous a vendu la voiture? Et elle me dit tout de suite, non, c'est pas votre fils que j'ai eu affaire, c'est un monsieur typé, la peau foncée. Donc que Christophe, il est blond aux yeux bleus, ça n'a rien à voir, quoi. Il est blanc. Ce n'est pas Christophe qui lui a vendu la voiture, c'est un homme type cambodgien. Cette description, elle ressemble pas à mon fils, mais à Naren, son meilleur copain. Ça confirme nos soupçons qu'on avait déjà depuis le début. Je me suis dit, il nous ment. Il nous ment, il nous cache des choses. S'il avait une raison à supposer qu'il en est une de vendre sa voiture, pourquoi n'aurait-il pas vendu lui-même sa voiture? On a retourné à la gendarmerie en leur disant, bah voilà, la seule personne qui peut savoir où c'est que Christophe, c'est Naren. C'est la raison pour laquelle, devant l'ensemble des éléments de preuve qui sont rapportés sur le caractère inquiétant de la disparition de Christophe, les gendarmes, au bout d'un certain temps, décident de prendre les choses un peu plus au sérieux et d'interroger Naren Bune en qualité de simple témoin, parce qu'à ce moment-là, il n'y a absolument rien à lui reprocher. C'est simplement la dernière personne à avoir vu Christophe Rambourg vivant. Il est très à l'aise pendant son audition, il explique qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, qu'il ne comprend pas spécialement ce qu'il fait là. Il explique que Christophe a passé le mois de décembre chez lui, qu'il a passé les fêtes chez lui, et que dès le 2 janvier, il a pris un train à partir de la gare de Saint-Quentin. Les gendarmes n'ont toujours aucune raison de s'inquiéter. Naren leur parle d'un quai de gare. Pour eux, il est tout à fait possible que Christophe soit parti refaire sa vie quelque part. Il fait sa déposition et il repart des services de gendarmerie. Donc les parents de Christophe Rambourg, qui ne sont pas particulièrement au fait de la procédure pénale, sont un peu interpellés de ce que Naren puisse ressortir. On s'est dit qu'il fallait monter plus haut parce que ça bougeait pas. Et c'est là qu'on a écrit au préfet et procureur pour qu'ils nous viennent en aide parce qu'on ne savait plus vers qui aller pour retrouver Christophe. Tout va s'accélérer quand les parents écrivent au procureur de la République. Ce dernier les écoute et leur donne une enquête. Là, enfin, on est écouté. On n'aurait pas fait ça, on serait toujours dans l'attente. Des investigations téléphoniques sont menées. On essaye de géolocaliser le téléphone portable de Christophe Rambourg. Je rappelle que le dernier appel a été passé le 2 janvier. Et on s'aperçoit que le 2 janvier, le téléphone de Christophe Rambourg borne à proximité de la maison des Bunes. Téléphone borne à Villers-Faucon, à l'endroit où habite Naren Bune et sa famille. Les services de gendarmerie mettent la famille Bune sur écoute. Et il y a des éléments troublants qui apparaissent lors des conversations. Les interlocuteurs parlent de violence, parlent de Christophe avec le visage ensanglanté. Des questions de photos de Christophe en sang. Et les conversations téléphoniques sont inquiétantes. C'est vrai, ces conversations téléphoniques sont plus qu'inquiétantes. Alors le 20 mai 2014, 1 an et demi après la disparition de Christophe Rambourg, le juge d'instruction ordonne l'interpellation de Naren Bune et de sa compagne Coralie. Ils ont commencé à faire la perquisition. Et du coup, après, ils m'ont emmené à Amiens en garde à vue. Et là, voilà, l'interrogatoire commence. Ils me posaient des questions. Donc, je connaissais Christophe, comment il était, les relations qu'il avait avec la famille Bune. Est-ce qu'il était venu chez moi? Je leur explique en disant il est venu chez moi un soir avec Naren, mais j'avais dit il est parti une après-midi en me disant comme quoi il repartait refaire sa vie et que voilà, j'avais juste vaguement dit qu'il était parti et que j'avais plus de nouvelles de lui.
Interrogés en garde à vue, Narun et sa compagne Coralie maintiennent que Christophe est parti et qu'ils n'ont plus de nouvelles de lui depuis le mois de janvier 2012. Mais ce scénario ne convainc pas les enquêteurs. Ils interrogent alors dans des bureaux différents Narine, la jeune cadette de Narun, son compagnon Gilles Lefebvre et Navin, le petit frère d'Ebune. Tous confirment la version donnée par Narun et Coralie. Mais très vite, Gilles Lefebvre craque. Il explique tout de suite aux gendarmes que c'est inutile de chercher Christophe parce qu'il est mort. On a le sentiment, quand il est interpellé, qu'il y a une réelle libération. Libération par la parole, parce que c'est quelqu'un qui ne supporte pas ce qu'il a pu faire. Ça le hante encore, d'avoir pu être un acteur des souffrances de Christophe Rambourg. On monte d'un cran dans l'horreur parce que non seulement, alors qu'on le cherche depuis plusieurs semaines maintenant, on sait qu'on ne le reverra pas, mais l'ensemble des protagonistes explique dans quelles conditions il est décédé, quel a été son supplice. Le policier me dit écoute, je sais, voilà, je sais ce qui s'est passé, Gilles a tout dit. Et là, il me dit Christophe est mort. Dans des circonstances assez atroces. Et là, j'ai dit oui et j'ai pleuré. J'arrivais plus à, fallait que ça sorte. Il fallait que quelqu'un le dise avant moi pour que après moi je puisse confirmer. C'est les gendarmes d'Amiens qui me disent « Est-ce que vous êtes disponible vers 11h ?» Je dis « Bah oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?»« On vous dira sur place. » C'est là qu'ils m'annoncent le décès de Christophe à 11h du matin. Mais c'est tout. Ils en disent pas plus. On pète un plomb et puis après, le gendarme me dit « J'appelle qui ?» Je dis « Mon médecin. » Donc il a appelé mon médecin. Le médecin il est venu, puis il m'a fait une piqûre. Denis m'a appelé en disant faut que tu rentres chez toi parce que il y a les gendarmes qui vont venir te voir avec le docteur. Et il était écroulé au bout du téléphone. Alors j'ai compris que s'était passé quelque chose. Et c'est mon médecin traitant qui m'a annoncé la nouvelle. Je me suis effondrée. Le soir, donc j'écoute les infos régionales et c'est le procureur qui annonce à la télé que nous, parents, même pas au courant. On apprend que mon fils a été séquestré, torturé, découpé, brûlé. On a appris ça à la télé. J'ai hurlé dans la maison, je me suis effondrée. C'est terrible, mais ce n'est malheureusement que le début de l'horreur. En garde à vue, les enquêteurs apprennent que depuis le 24 novembre 2011, Christophe était séquestré chez son meilleur ami Narun et sa compagne Coralie. Le couple et leurs 5 enfants habitent à Villars-Faucon, un petit village situé à une trentaine de kilomètres du domicile des parents de Christophe Rambourg. C'est derrière les murs de leur pavillon, en apparence paisible, que Christophe Rambourg a vécu un véritable supplice. Et ses bourreaux ne sont autres que ses amis, Narun, son meilleur ami, et sa compagne Coralie. Bune, la sœur, et son compagnon Gilles Lefebvre, et Navim, le petit frère des Bunes. Au fur et à mesure de la garde à vue, on commence à comprendre quel a été son supplice. Il a été longuement torturé. Dans un premier temps, c'était des coups à main nue, des coups de balai. Christophe a été l'esclave, de Narun, était esclave de Nari. Il était frappé, il était humilié. C'était plus la boniche. Tu fais le ménage, tu balayes, tu fais la vaisselle. Je pense qu'au bout d'un moment, Christophe Rambourg, il était devenu la façon d'expier tout ce qui n'allait pas au domicile. C'est-à-dire que quand quelqu'un s'énervait, le plus simple, c'était de s'énerver sur Christophe Rambourg. Des violences véritablement gratuites, de toutes sortes, après, avec les pieds, les poings, les gifles. Et puis ensuite, on est arrivé à des tortures pires. On lui a fait subir des abominations, on l'a brûlé, on l'a fait dormir dans une caisse à chien. Chez moi, il dormait à côté du canapé, parce que Narun s'allongeait souvent sur le canapé, et il était par terre, assis.
Après, il lui mettait une couverture, mais par terre. Il a subi un nombre incroyable de tortures. Moi, j'étais pas tout le temps présente, puisque je pouvais pas. Je pouvais pas voir ça. Donc, je m'occupais de mes enfants. Il y avait aussi les enfants de Nari aussi qui étaient là. Donc, du coup, je m'occupais d'eux. Puis même des moments, même pour les gros sévices, c'est même Naren qui me disait « Monte, va t'occuper des enfants ». Elle assiste pas à tant de choses que ça, finalement, Coralie Sauval. Peut-être parce qu'elle s'échappe aussi, hein, elle veut pas voir. Les plupart, je partais parce que je pouvais pas. C'était pas possible. C'est de la barbarie qu'ils ont faite. On a de la haine pour ces gens-là. C'est pas des humains. C'est des monstres, c'est tout ce qu'on veut, mais sauf des amis. Savoir qu'il a été séquestré, torturé, qu'il a dû appeler au secours, qu'il a dû demander de l'aide, et qu'on ne pouvait pas, on ne savait pas où il était. Il a dû les supplier. Combien de fois que je me dis qu'il a dû les supplier. C'est atroce. C'est barbare. Ces gens-là, ils devraient même pas exister. C'est des pourritures. C'est le seul mot que j'ai. C'est des pourritures, des monstres, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas des êtres humains. Et dire que c'est des parents, et des pères et des mères de famille, c'est honteux, c'est honteux. Pouvoir faire ça à mon gamin. Il n'y a pas de mots pour exprimer l'enfer qu'a vécu Christophe Rambourg. C'était un garçon gentil, discret, sans histoire. Alors pourquoi ses amis l'ont-ils fait subir autant d'atrocités? Que répond Coralie? On était en train de discuter tous les trois avec Naren, Christophe et moi. Et là, Christophe nous dit tu sais, ta sœur, elle a dit un truc bizarre sur ta fille. Là. Et puis Naren dit ah bon, pourquoi? Et donc il lui dit oui, parce que donc, ma fille, âgée de 3 ans, se tenait mal sur les garçons. Elle mettait des jupes, là, on voyait sa culotte. Puis donc, arrivé le soir, donc Nari arrive avec Gilles. Et puis, donc là, Naren lui dit pourquoi t'as dit ça? Et Nari dit non, mais j'ai jamais dit ça, je te jure. Et en fin de compte, ils étaient en train de se disputer. Mais c'est même ça, moi aussi, qu'après, j'ai pas compris, c'est que ça s'est retourné après sur Christophe. Donc après, voilà, Nari qui dit pourquoi t'as dit ça, Christophe? Pourquoi t'as dit des trucs comme ça? Tu sais très bien qu'après, ça peut faire des conflits entre moi et mon frère. Tu sais que mon frère et moi, on est inséparables. Du coup, ça s'est retourné contre lui, en fait. Les sévices, ils ont commencé là. C'est quelqu'un qui fait partie du groupe, qui, au bout d'un moment, je pense, se mêle de quelque chose qu'il ne regarde pas. Et je pense que par ses propos, Christophe Rambourg, à un moment donné, il a mis en difficulté l'équilibre que Nari avait trouvé ou au sein de son couple ou au sein de son groupe. Et qu'à partir du moment où, par ses propos, Christophe Rambourg pouvait représenter un risque sur le fonctionnement, eh bien, il change de statut et il n'est plus l'ami, il est le type qu'on doit empêcher de nuire. Christophe qui manquait de respect à la fille de la famille, aurait colporté un certain nombre de rumeurs fausses sur leur compte. Moi, ce que je constate, c'est que ça n'est pas du tout le Christophe Rambourg tel qu'il nous a été dépeint. Tout le monde dit que Christophe était quelqu'un d'hyper gentil, de serviable, de discret, Il a jamais fait de mal à personne. Il a jamais fait de mal à la famille Boone. Mais Christophe était pas méchant pour un sou. Au contraire, il rendait service. C'est pour ça que je comprends pas tout ce qu'ils lui ont fait. Il était extrêmement gentil. Pourquoi ils ont fait ça? À son meilleur ami, une dispute, une claque, un coup de poing, puis hop, tu retournes chez toi, on veut plus de toi. Mais là, c'est pas le cas. Donc, moi, j'appelle ça des bourreaux. C'est toute la difficulté, on ne connaît pas le mobile, si tant est qu'il y en ait un. En fait, il n'y a pas de mobile. On se rend compte que
que c'est du sadisme, une espèce d'engrenage dans la violence. Et ce qu'il y a de surprenant dans cette affaire, c'est on peut se dire qu'une personne est capable de faire ça, mais ils sont 5. Ils sont 5 et personne ne dit stop, on arrête. Mais ce qui ressort clairement, c'est que Naren et Nari, les 2 aînés, sont vraiment les leaders. Et les autres sont des suiveurs. Coralie Sauval, c'est une jeune femme qui a des enfants, qui n'a pas envie spécialement de s'en prendre aussi plein la figure. Gilles Lefebvre, c'est quelqu'un d'effacé. Quelqu'un qui est confronté à une femme forte, imposante, avec un fort caractère. C'est la maîtresse dominatrice de ce couple. Navin, c'est le petit frère. Il a 2 énormes personnalités qui sont son frère et sa sœur, qui sont à la manette. Il a culturellement aussi le respect des aînés. Navin n'a pas été en capacité de pouvoir faire en sorte que ça s'arrête. Parce qu'il y a cette hiérarchie qui existe, parce qu'il aurait lui aussi vécu la violence. Il indique qu'il a été un enfant battu, un enfant maltraité par les aînés. Naren et Nari, c'était eux qui décidaient. Et ces 2-là forment un binôme au point d'ailleurs qu'ils s'appellent eux-mêmes des jumeaux de cœur, jumeaux. Et cette gémellité, en tous les cas, font qu'ils ont tous les 2 un très fort lien. Et même s'ils ne sont pas du même âge, même s'ils ne sont pas nés au même moment, ils ont le sentiment, et l'un et l'autre aussi, de se retrouver dans l'autre, comme une forme de miroir. Ils sont pareils. Même physiquement que mentalement. Ils disent un truc, un regard, tout de suite, ils se comprennent. C'est très fusionnel. On est dans une espèce de petit mouvement sectaire avec son ou ses gourous et avec des adeptes qui tournent autour et qui sont complètement annihilés et qui obéissent purement et simplement. Naren, c'est quelqu'un d'extrêmement violent dont il est dit par les experts qu'il présente une dangerosité avérée. Tout le monde avait peur de lui. C'était vraiment, je vais pas dire la terreur, mais c'était vraiment une personne avec qui on n'allait pas forcément se frotter, quoi. Naren, c'est quelqu'un qui a un caractère très fort, qui est très dominateur, mais j'ai envie de dire peut-être un peu moins, un peu moins vicieux que la sœur. Nari, la sœur, a une personnalité très particulière. Lors des perquisitions, les gendarmes ont retrouvé des accessoires sadomasochistes et dans son ordinateur, tout un tas de photos d'elle qui prend du plaisir sexuel à faire souffrir des hommes. Les gendarmes découvrent une photo qui choque et qui va choquer notamment Gilles Lefebvre, puisqu'il la découvre. C'est leur fils, qui est tout petit, il doit avoir 2 ou 3 ans. Il a les pieds et les mains scotchés, il est bâillonné et il pleure. Il y a une note de perversité chez le grand frère comme chez la grande sœur. Le frère et la sœur sont ceux qui concevaient les tortures et les autres n'auraient été que des exécutants. Ils ont été pris dans une espèce de tourbillon et qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que d'exécuter les tortures qui étaient ordonnées. Enfin, ce que me dit Madame Rambourg, ce que dit Monsieur Rambourg, et j'ai pas d'argument à leur opposer là-dessus, c'est de dire, d'accord, vous aviez peur de Narine, vous aviez peur de Lavigne. Mais quand vous conduisez vos gamins à l'école tous les matins, vous vous arrêtez au premier commissariat de police ou au premier magasin, à la première boulangerie, et vous dites « il y a des choses extrêmement graves qui se passent à telle adresse. J'ai peur, je ne veux plus y être mêlé, mais allez-y parce que ça va mal terminer, parce qu'il est déjà torturé, mais il est encore vivant. On peut encore lui sauver la vie. » Mais vous ne le faites pas. Vous ne faites pas cette démarche. Vous avez conduit vos gamins à l'école, et ensuite vous rentrez dans la maison de l'horreur, sans aucune difficulté, et vous recommencez le lendemain. Sur les 5, il y en a bien qui aurait pu prendre son portable puis appeler. Ils étaient tous au courant. Et personne n'a bougé.
façon, je les mets tous dans le même lot. Ils ne valent pas mieux l'un que l'autre, de toute façon. Il fallait qu'une personne parle, puis on aurait pu le sauver. Coralie, moi, je dis que c'est elle qui devait me le sauver en étant mère de famille de 5 enfants. C'est sûr qu'elle aurait pu le sauver. Parce que tout s'est passé chez elle, en plus. La partie civile a raison de dire ça. Mais jamais j'aurais pu le dénoncer parce que j'aurais trop eu peur. Des conséquences derrière. Mes enfants. Mon dernier, il avait 3 mois. Elle ne rencontre plus sa famille, plus ses amis d'antan. Elle a effectivement un isolement complet avec 5 enfants en bas âge. Pas le permis de conduire. C'est une vie, je dirais, recluse, sous l'emprise d'un homme violent. J'avais des bleus partout. J'arrivais plus à marcher. Je devais montrer une vie qui n'était pas la mienne. Je devais faire voir une femme qui était heureuse dans son couple. Et qu'au final, c'était pas ça. Je pense que, vu l'état d'emprise, vu sa personnalité, elle ne pouvait rien faire pour empêcher la spirale et mettre un terme à ce qui se passait au domicile. J'aurais jamais pu être contre 4. C'était pas possible. Toute seule, j'aurais pas pu. Ils ont pas peur de moi, comme moi j'ai peur d'eux. J'aurais pris sa défense à Christophe. On m'aurait dit, pourquoi tu le défends? Pourquoi tu veux être à sa place? Tu veux... Vas-y, dis-le. Mais une fois, j'étais vraiment décidée à tout dire. Parce qu'une fois, Darren m'avait frappée. Et là, j'ai dit, écoute, j'en ai marre. J'en ai marre, je prends le téléphone. J'appelle les flics. J'en peux plus. Et là, ce soir-là, il me dit, mais vas-y, appelle-les. Mais le temps qu'ils arrivent, tu seras déjà morte. T'as beau être la mère de mes enfants, ça changera rien. Plusieurs fois, j'ai voulu le faire. Plusieurs fois, j'ai voulu... J'avais mon téléphone dans les mains, je voulais composer, mais c'est comme si ces paroles y revenaient dans ma tête. J'y arrivais pas. C'est un meurtre psychique, l'emprise. Donc vous êtes incapable de sortir de ça. Je m'en vais énormément. Tous les jours, j'y pense. Tous les jours, j'y pense de me dire pourquoi j'ai pas été assez forte. Pourquoi j'ai pas dénoncé. Pourquoi je l'ai pas aidé. Mais maintenant que je suis plus avec lui, maintenant que j'ai plus cette emprise qu'il a sur moi, lui, là, je me dis, mais en fait, quelle conne j'ai été, quoi. De pas avoir dit, voilà, c'est bon, de me dire, de toute façon, il me fera rien, il a beau faire quelque chose, je serai avec les gendarmes, ils vont rien me faire, je vais être couverte. Mais on n'y pense pas à tout ça avant. C'est même pas pensable. Avant, c'est savoir comment on fait pour vivre sans lui. Sans Darren, en fait. Aucun des 5 bourreaux de Christophe Rambourg n'a eu le courage ou tout simplement la volonté d'arrêter son calvaire. Au contraire, les jours, les semaines, les mois passent et c'est l'escalade de la violence. Et Christophe dépérit tous les jours un peu plus. Christophe, il était éteint. Quand je le voyais assis sur une chaise, il n'avait pas d'expression. C'était plus le Christophe d'avant, où il avait le sourire, où il était... Ouais, il était éteint. Certes, il était triste, mais jamais il s'est plaint. Il n'a jamais... Non, crié, pleuré, non. Dans l'histoire, c'est lui le plus courageux, en fait, d'avoir pu encaisser tout ce qu'il a encaissé. Parfois, il a été attaché, c'est une évidence, mais il n'y a pas de dimension de quelqu'un qui est enfermé dans une pièce 24 heures sur 24 ou attaché 24 heures sur 24. On ne sait pas s'il y a eu une vraie séquestration physique de Christophe Rambourg ou si on parle plus d'une espèce d'emprise psychologique en disant « tu bouges pas, tu restes là » et lui, il obéit. On a le sentiment aussi, pour Christophe Rambourg, qu'il y a une forme de résignation. Alors qui est liée à un affaiblement physique, peut-être par le manque de nourriture, qui est lié à une forme de soumission aussi, par une volonté de dire moins je l'ouvre, moins je m'en prendrai. S'il avait eu à se rebeller contre les violences qu'il subissait, les violences auraient été encore plus fortes. Darren n'était pas en permanence dans sa maison à Villars-Faucon. Il est arrivé que Christophe soit seul avec Coralie.
Pourquoi à ce moment-là, il ne se sauve pas? Christophe, lui, des moments, sortait dans la cour, fumait sa cigarette. Il était seul. Il n'était pas forcément accompagné de quelqu'un. Il n'y avait que des champs autour de chez nous. Il aurait pu juste sauter le grillage et s'enfuir. Mais là, il rentrait à la maison. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais pourquoi t'es pas parti? Je pense aussi que pour lui, c'était même pas imaginable de pouvoir s'enfuir. Tellement que il était aussi sous l'emprise de... Quand il va voir son père avec Naren, il peut très bien dire à son père Papa, j'ai un problème. Voilà, là, à ce moment, il pouvait fuir. S'il l'a pas fait, c'est qu'il y avait peut-être une raison. Connaissant Naren, c'était beaucoup si tu bouges ou si tu t'en vas, on s'en prend à ta famille, ou je vais faire la même chose à ton père, ou je sais pas ce qui a pu être dit. Christophe Rambourg est séquestré depuis plus d'un mois chez Naren et Coralie lorsqu'en janvier 2012, Naren décide de l'envoyer au domicile de sa sœur Nari, qui vit avec Gilles Lefebvre. L'état physique de Christophe est tel qu'il craignait de choquer ses enfants. Les enfants, ils pouvaient pas plus le croiser, en fait, parce qu'il était tellement affaibli et tout ça que c'était pas possible qu'il reste à la maison, en fait. Christophe est parti à Longo chez Nari et Gilles. Il passe quelques jours. Et après, Naren reçoit un coup de téléphone de Nari en lui disant qu'il fallait qu'il vienne chercher Christophe, mais sans donner plus d'informations. Il ramène Christophe et je vois Christophe vraiment très très affaibli. Il n'arrivait plus à se tenir debout tout seul. Il avait un pansement, parce il avait reçu un coup de couteau au niveau du coude. Il était vraiment très 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 fatigué, blanc. Et du coup, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Et Naren me dit, écoute, je sais pas, Nari, elle l'avait attaché sur une chaise et au moment de vouloir couper le scotch, il s'est pris une balafre, quoi. Christophe va être donc ramené à Villers-Faucon, soigné de façon sommaire par Gilles Lefebvre et Naren. Moi, je vais en haut, je vais dormir. Naren était parti et Navine était restée avec lui. Et le lendemain matin, du coup, je me lève comme tous les matins pour amener mes enfants à l'école, donc je me lève. Et là, je le vois allongé par terre. Il bougeait pas. Du coup, j'en parle à Navine. Et j'ai à Navine, regarde, Christophe, il bouge plus. Et du coup, lui, il a essayé de le bouger, d'essayer de sentir sa respiration. Mais il n'y avait rien, en fait. Il était parti. Et du coup, j'ai dit à David, il faut faire quelque chose parce que je peux pas que les enfants ils descendent et qu'ils voient ça. Donc, David a bougé le corps et l'a mis dans la salle de bain. Le temps que j'habille mes enfants, que je leur fasse déjeuner et que je les ramène à l'école. C'est peut-être bien cette entaille qu'a fait Nari qui serait la cause de la mort parce qu'il aurait perdu beaucoup de sang. Coralie est paniquée, elle appelle Naren pour lui dire que Christophe est mort. Naren rentre, il me dit « passe-moi ton téléphone ». Il appelle Nari, il demande de lui passer Gilles. Et là, il parle en cambodgien. Et du coup, Gilles dit « ok, j'arrive ». Ils appellent Gilles Lefebvre en renfort, qui vient de Longo jusqu'à Villers-Faucon. Naren Bune tend un couteau à Gilles Lefebvre en disant « à toi l'honneur ». Gilles Lefebvre commence à découper, mais il est pris de nausées, de vomissements, et il ne peut pas. Naren Bune prend le relais. Navine assiste
à la découpe du corps. Il n'y participe pas, même si son frère veut qu'il y participe. Par contre, Naren lui impose de regarder pour qu'il s'endurcisse. On imagine cette scène complètement surréaliste où on est presque les uns sur les autres dans un couloir qui fait en largeur quelque chose comme aller 2 mètres à tout casser, avec les difficultés que ça peut représenter que de découper un corps. Pendant qu'il démembrait le corps, j'étais en haut, dans la chambre. Je ne suis jamais descendue. Ils ont découpé le corps en 6 parties. Ils ont décidé de brûler dans un chaudron artisanal. Narine a au sous-sol de son bâtiment, à la cave, un espèce de ballon d'eau chaude qu'il va transformer en chambre de combustion, qu'on va installer dans le jardin, et puis dans laquelle on va mettre les morceaux du corps pour les faire brûler, en s'assurant qu'on arrose d'essence régulièrement pour être certain que le corps brûle. Et puis au bout d'un moment, ça commence à sentir fort. Et puis ça fait beaucoup de fumée. Donc Narine, Ernavine, le petit frère, redescendent tout ce petit système dans la cave pour finir de faire brûler le corps. En pleine nuit, je me suis réveillée parce que je devais faire un biberon à mes enfants. Et là, quand je me lève, je sens une odeur. Je vois les fenêtres ouvertes. Je me dis, puis Jana, il y a eu le feu, il y a quelque chose, il y a un truc qui... Pas de réponse. Et là, j'ai compris que, en fait, il l'avait démembré et il était en train de le brûler. Je me dis, je suis avec une personne comme ça. J'ai fait des enfants avec une personne comme ça. Je savais qu'il pouvait être méchant puisqu'il était avec moi, mais pas ça, quoi. Qu'il puisse démembrer un ami, le faire disparaître. Et puis il reste que de la cendre, pratiquement. Il semblerait que les quelques morceaux restants auraient été cassés à coups de marteau. Puis on enferme tout ça dans une serviette et on va s'en débarrasser à 200 km de là. Les enquêteurs ont fait des recherches et n'ont rien retrouvé du tout. Il faut savoir que des témoins ont eu des versions parfois différentes et que l'un d'eux a même évoqué la possibilité que la chair de Christophe Rambourg ait été mélangée avec des aliments pour chiens et que des chiens aient dévoré le reste de Christophe. On est dans la monstruosité totale. C'était un garçon qui était gentil, qui n'avait jamais fait parler de lui en mal, qui n'aurait pas fait de mal à une mouche et qui a été torturé pendant des semaines, qui en est mort et qu'on n'a même pas respecté au-delà de la mort. Le plus dur dans tout ça, c'est de ne pas avoir un petit bout de Christophe. On n'a rien. Et ça, c'est terrible. J'ai même dit aux gendarmes, ramenez-moi quelque chose de Christophe, même un tout petit os, ramenez-moi quelque chose, il me faut quelque chose de lui. Et ils ont rien retrouvé. Les parents de Christophe, je comprends tout à fait leur souffrance. Il n'en avait qu'un. Et je comprends aussi qu'ils veulent se recueillir sur quelque chose. Mais si je pouvais, bien sûr que je leur donnerais quelque chose. Mais je ne sais rien. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont pu en faire. Même si on n'avait pas de corps, ses parents, ils ont fait une belle tombe. Pour nous, c'était très important. En hommage pour Christophe. Une belle pierre tombale avec sa photo. J'ai fait mettre sa photo avec sa date de naissance. Mais malheureusement, j'ai pas la date de décès. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont même pas une date à mettre sur la pierre tombale de leur enfant. Ils savent pas quel jour qu'il est décédé. C'était courant janvier, mais ils se rappellent pas de la date exacte. À la mort, je la situe peu de temps après le coup de téléphone du 2 janvier, pour la bonne année. Après le jour exact, non, ça, je serais incapable de le dire. Le procès des bourreaux de Christophe Rambourg s'est ouvert devant la cour d'assises de la Somme le 13 mars 2018. La seule qui comparaissait libre était Coralie Sauval. Après sa garde à vue, elle avait été incarcérée pendant 18 mois, puis relâchée en attendant le procès.
Un procès que redoutent les parents de Christophe Rambourg. J'appréhende. Ça va être très dur. Déjà de les voir. J'appréhende énormément de voir la famille de Christophe. Je me sens gênée, je me sens honteuse. Je me sens... Voilà, même leur demander pardon, c'est impardonnable. Mais à la fois, je veux aussi qu'ils comprennent que j'avais pas forcément le choix. Faut qu'ils payent pour qu'est-ce qu'ils ont fait subir. Que la justice soit rendue. Parce que c'est une première en France, là. Pour Christophe, on va se battre jusqu'au bout. Faut qu'ils payent de toute façon pour tout ce qu'ils ont fait. Faut qu'ils payent. Coralie Sauval, aujourd'hui, est poursuivie pour 2 chefs d'accusation, la séquestration et pour non-dénonciation de crime. J'angoisse énormément. Puisque, avec les chefs d'inculpation, on risque la perpétuité. Donc, on risque sa vie. En fait, je suis en train de jouer ma vie dans ce procès. Si aujourd'hui il y a un procès, c'est grâce à Jocelyne et Denis, parce qu'ils ont écrit au procureur, ils ont insisté beaucoup et continuent à se battre pour aller jusqu'au bout. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Au niveau de la sentence, comme je l'ai toujours dit, je l'accepterai. Et je l'assumerai, je le ferai. Et je ferai pas appel sur la décision si c'est vraiment excessif, bien sûr. Mais j'accepterai ce que les jurés penseront et voilà. C'est pas pardonnable ce que j'ai fait. Même s'il y a eu l'emprise qui était là, il y a une personne qui est décédée. Une personne qui était gentille, une personne qui a fait de mal à personne, en fait. Voilà, il faut en prendre conscience, quoi. Une forte possibilité que j'y retourne. Je sais que la veille de la sentence, il va falloir que je dise au revoir à mes enfants. Leur faire comprendre que peut-être qu'ils verront plus tout de suite, en fait. Que le soir, je serai pas là. Il faut leur expliquer. Le procès n'est pas tabou à la maison. On peut en parler librement. C'est aussi de faire grandir mes enfants avec ce qui s'est passé, ce que maman n'a pas fait, et ce que papa a fait. Si je dois retourner en prison, ils vont plus passer par la case foyer, famille d'accueil. J'ai essayé de faire le nécessaire pour que mes parents puissent les garder. C'est vraiment ma vie que je joue lors de ce procès. Après 3 scènes de procès, le verdict est tombé. Naren est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, Nari Bun, 21 ans, Gilles Lefebvre, 18 ans, Navim Bun, 15 ans, et enfin Coralie Sauval est condamnée à 5 ans de réclusion criminelle. Voilà, là, le verdict des 5 ans sont tombés. C'est pas facile, mais voilà, il faut que je le fasse. Je me rends peut-être pas encore compte puisque je suis pas encore là-bas. Mais voilà, moi c'est fait. Et j'espère que maintenant la partie civile va pouvoir avancer si elle peut. Son sac. Excusez-moi. Oh putain, c'est vrai. Bon pour nous? Allez, je suis le collègue. C'est bon? Ouais, c'est good. Christophe, c'était mon fils unique. Et ils nous ont tout pris. Ils ont tout pris. C'est trop dur. Malheureusement, on ne le verra plus. Et ça, c'est dur. Il se retrouve tout seul du jour au lendemain sans plus rien. Hein. Ils auraient peut-être voulu avoir des petits-enfants aussi, les gâter et puis tout. Que là, ils n'auront rien du tout. Je vis surcaché. Si je prends pas mes cachets, pète un plomb. Il y a vraiment un vide parce que je suis seul. Il nous manque beaucoup, oui.
Dès que je suis réveillée, c'est à lui que je pense et je pleure. Il me manque. C'est dur d'avoir eu un enfant et de savoir que vous n'avez plus rien de lui. C'est très dur. Depuis le début des temps, l'homme se pose la question, sans avoir jamais la réponse, d'où lui vient ce plaisir profond de faire le mal, de faire du mal à un autre humain. Cette réponse, aujourd'hui encore, nous ne l'avons pas, et voulons-nous vraiment la connaître ?